Une fillette sans abri de 9 ans cherchait simplement un endroit où passer la nuit. Elle entra dans une cabane abandonnée sans se douter que, sous les planches pourries du sol, se cachait une cache que l'on traquait depuis des années. Cette découverte changea sa vie et révéla un secret que l'on avait tenté de dissimuler à tout prix. Abonne-toi pour ne pas manquer la suite et d'autres histoires. Écris en commentaire de quelle ville ou de quel pays tu regardes cette vidéo. Emily Carter n'a jamais cru au miracle. À 9 ans, elle savait déjà que les choses essentielles n'arrivent pas par surprise, qu'elles se gagnent à force d'attente, de silence et d'endurance. Sa vie ne se mesurait pas en anniversaire ou en année scolaire, mais en nuits passées dans des lits qui n'étaient jamais vraiment les siens, en sacs préparés trop vite, en adresses mémorisées pour quelques semaines seulement. Les foyers d'accueil se succédaient comme des haltes sans nom, et chacun d'eux lui apprenait la même leçon. Ne rien laisser derrière soi, ne pas trop s'attacher, ne jamais croire que cela va durer. Sa mère, Laura Carter, était le seul point fixe dans ce monde mouvant. Emily ne comprenait pas encore toutes les raisons qui les avaient reconduites là, mais elle sentait le poids invisible qui reposait sur les épaules de sa mère. Laura travaillait sans relâche, toujours ailleurs, toujours pressée, avec des cernes qu'aucun sommeil ne semblait effacer. 2 emplois, parfois 3, des horaires impossibles, des nuits trop courtes. Émilie associait la sécurité à des détails minuscules. L'odeur persistante du produit nettoyant sur les vêtements de sa mère, la chaleur de sa main lorsqu'elles marchaient ensemble dans la rue, le bruit familier de sa respiration lorsqu'elles partageaient un lit étroit. Tant que Laura était là, tant qu'elle parlait, même peu, le monde restait supportable. Ce soir-là, le froid était tombé plus vite que prévu. L'hiver s'installait sans prévenir, mordant, impitoyable. Devant le centre d'hébergement, la file s'étirait le long du trottoir, silencieuse, compacte. Les gens se tenaient serrés les uns contre les autres, non par solidarité, mais parce que le froid ne laissait pas d'espace. Émilie observait les visages, certains fermés, d'autres résignés, et se demandait si elle finirait par leur ressembler. Laura serrait son manteau trop fin contre elle, toussait parfois, puis se forçait à sourire pour rassurer sa fille. La porte du centre s'ouvrit et se referma plusieurs fois. À chaque mouvement, un souffle d'air chaud s'échappait, apportant avec lui l'odeur du café et du savon. Puis, sans annonce, sans explication, la porte se referma définitivement. Un employé sortit, regarda la file, secoua la tête et déclara que le centre était plein. Les protestations furent un faible, presque mécaniques. Émilie leva les yeux vers sa mère. Ce qu'elle vit dans son regard la troubla plus que la fatigue ou la peur. Une absence, un vide silencieux, comme si quelque chose venait de céder à l'intérieur. Elles marchèrent sans but précis. Le froid s'infiltrait partout, sous les vêtements, dans les poumons. Laura ralentissait. Sa respiration devenait irrégulière, ses pas moins assurés. Émilie lui parlait, racontait des choses sans importance, comme pour l'ancrer dans le moment. Puis, au milieu du trottoir, Laura s'arrêta net. Elle tenta de dire quelque chose, mais ses mots se perdirent. Son corps se déroba et elle s'effondra. Émilie cria. Le monde sembla s'agiter soudain autour d'elle. Des passants appelèrent les secours. La sirène de l'ambulance fendit la nuit. Les gestes des médecins étaient rapides, précis, détachés. Laura fut hissée sur une civière, enveloppée dans des couvertures. Émilie tenta de monter avec elle, mais une main ferme l'arrêta. On lui dit d'attendre, qu'on s'occuperait d'elle plus tard. La porte de l'ambulance se referma et le véhicule disparut, emportant avec lui la seule chose qui donnait un sens à tout le reste. Le silence qui suivit fut assourdissant. Émilie resta debout, incapable de pleurer. Les lumières de la ville semblaient lointaines, étrangères. Elle ne savait pas où sa mère avait été emmenée, ni comment la retrouver. Personne ne lui posa de questions. Personne ne lui expliqua quoi faire. Elle devint, en l'espace de quelques minutes, invisible. Les services sociaux intervinrent, rapidement, avec efficacité et politesse. On la conduisit dans une voiture, puis dans une maison qu'elle n'avait jamais vue. Tout y était propre, ordonné, lumineux. Une femme lui parla doucement, lui montra une chambre, un lit préparé. Émilie hocha la tête, répondit quand il le fallait, mais à l'intérieur, quelque chose refusait d'accepter cette réalité. Ce lieu n'était pas le sien. Elle ne savait pas où était sa mère. Elle ne savait pas si elle allait la revoir. La nuit passa sans sommeil. Émilie resta allongée, les yeux ouverts,
à écouter les bruits de la maison. Chaque craquement lui semblait étranger. Les murs étaient trop solides, trop stables. Il ne racontait rien. À l'aube, une décision s'imposa à elle, simple et irrévocable. Elle ne pouvait pas rester. Attendre signifiait renoncer. Et renoncer, à cet instant précis, lui paraissait pire que le danger. Elle se leva sans bruit, enfila ses vêtements, ouvrit la porte et sortit. La ville l'accueillit avec indifférence. Elle marcha longtemps, d'abord dans les rues encore endormies, puis sur des routes moins fréquentées. Les bâtiments se firent rares, remplacés par des terrains vagues, puis par des chemins étroits. Le froid revenait, tenace. Ses jambes la faisaient de souffrir. Ses pensées se brouillaient, mais elle continuait, guidée par une certitude confuse. Rester immobile serait plus dangereux que d'avancer. Peu à peu, la ville disparut derrière elle. Les arbres se resserrèrent, les sons changèrent. Le monde devint plus silencieux, plus vaste. Émilie entra dans la forêt sans vraiment s'en rendre compte. À l'aube, épuisée, transie, elle leva les yeux et aperçut, entre les troncs sombres, la silhouette d'une vieille cabane. Elle ne savait pas encore que ce lieu, trouvé au moment où elle n'avait plus rien, allait lier son destin à une histoire enfouie depuis des décennies. Elle savait seulement qu'elle devait y entrer, ou s'effondrer là, dans le froid, et disparaître. Émilie resta immobile plusieurs secondes, le regard fixé sur la cabane. Après la marche interminable, après la nuit sans sommeil et le froid qui avait pénétré jusqu'à ses os, elle doutait de ce qu'elle voyait. La forêt était silencieuse, presque irréelle, comme si elle retenait son souffle. Les arbres formaient un cercle imparfait autour de la construction, leurs troncs sombres dressés comme des gardiens fatigués. Rien ne bougeait, aucun oiseau, aucun bruissement de feuilles. Seul le vent glissait entre les branches, faible et glacé. Elle fit quelques pas en avant, avec prudence, comme si la maison pouvait disparaître au moindre mouvement trop brusque. Plus elle s'approchait, plus les détails devenaient visibles. La toiture était affaissée sur un côté, recouverte de mousse et de feuilles mortes accumulées depuis des années. Les fenêtres, petites et étroites, étaient opaques, couvertes de poussière et de traces laissées par la pluie. La porte, en bois massif, semblait tenir par habitude plus que par solidité. Pourtant, malgré son état, la cabane se dressait encore, droite, obstinée, refusant de s'effondrer complètement. Émilie sentit ses jambes trembler. La fatigue revenait par vagues, menaçantes. Elle savait qu'elle ne pourrait pas continuer longtemps. La forêt n'offrait aucune autre promesse que le froid et la nuit suivante. Cette maison, aussi délabrée fût-elle, représentait une frontière claire entre la survie et l'abandon. Elle posa la main sur la porte. Le bois était rugueux, froid, mais solide. Elle inspira profondément et poussa. La porte s'ouvrit avec un grincement prolongé, un son qui résonna dans la cabane vide et sembla se perdre dans les poutres du plafond. L'air à l'intérieur était lourd, imprégné d'odeurs anciennes. Bois sec, poussière, cendres froides. Émilie resta sur le seuil, le cœur battant, écoutant. Rien, aucun pas, aucune voix. Elle entra enfin et referma la porte derrière elle, non sans difficulté. La lumière pénétrait faiblement par les fenêtres. Ses yeux mirent un moment à s'habituer. La pièce principale était plus grande qu'elle ne l'avait imaginé. Un foyer en pierre occupait un mur entier. Devant lui, une table massive, usée mais robuste, entourée de chaises dépareillées. Contre les murs, des étagères vides ou presque, quelques objets oubliés, une lampe à huile, des bocaux vides. Rien n'était récent, mais rien n'était totalement détruit non plus. Ce n'était pas une ruine abandonnée à la nature. C'était un lieu où quelqu'un avait vécu longtemps, avec soin. Émilie avança lentement, explorant chaque recoin. Elle découvrit une petite chambre à l'arrière, avec un lit étroit, un matelas recouvert de poussière, mais encore utilisable. Dans un coin, une couverture épaisse, pliée avec précision, comme si la personne qui l'avait laissée pensait revenir. Elle trouva aussi une réserve d'eau, quelques conserves anciennes mais intactes. À chaque découverte, un mélange de soulagement et d'incrédulité la gagnait. La cabane ne lui offrait pas le confort, mais elle lui offrait quelque chose de plus précieux, du temps. Elle s'assit enfin, le dos contre le mur, incapable de continuer à bouger. La fatigue l'envahit d'un seul coup. Ses mains tremblaient. Elle se rendit compte qu'elle avait faim, une faim sourde, persistante, qu'elle avait presque oubliée pendant la marche. Elle ouvrit une conserve avec difficulté, mangea lentement, sans plaisir, simplement pour tenir.
Puis elle s'enveloppa dans la couverture et s'allongea sur le lit. Le sommeil ne vint pas immédiatement. Chaque bruit la faisait sursauter. Le vent qui faisait craquer le bois lui donnait l'impression que quelqu'un tournait autour de la maison. Les ombres projetées par les arbres semblaient se mouvoir sur les murs. Émilie se força à rester éveillée, convaincue qu'elle devait monter la garde, même si elle ne savait pas contre quoi. Finalement, l'épuisement l'emporta. Elle s'endormit d'un sommeil lourd, sans rêve. Lorsqu'elle se réveilla, la lumière du jour avait changé. Un rayon pâle traversait la fenêtre, éclairant la poussière en suspension. Pendant un instant, elle ne sut plus où elle se trouvait. Puis les souvenirs revinrent, un à un. Sa mère, l'ambulance, la marche, la cabane. Une angoisse sourde monta en elle, mais elle la repoussa. Elle se leva et recommença à explorer la maison, cette fois avec un regard plus attentif. C'est alors qu'elle remarqua la photographie. Elle était accrochée au mur près de la table, légèrement de travers. Émilie s'en approcha. La photo était ancienne, jaunie par le temps. On y voyait un homme barbu, le visage marqué mais le regard calme, et à côté de lui, un garçon d'une dizaine d'années. Il se tenait devant la cabane, exactement au même endroit où elle se trouvait à présent. Tous deux souriaient, un sourire discret, presque réservé. Émilie sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Elle ne savait pas pourquoi, mais cette image lui donnait l'impression d'entrer dans une histoire qui ne lui appartenait pas. Les jours suivants, elle s'installa dans une routine fragile. Elle apprit à gérer ses forces, à économiser la nourriture, à ne pas attirer l'attention. Elle n'allumait le feu que brièvement, de peur que la fumée ne soit visible de loin. La nuit, elle se couchait tôt, le regard fixé sur le plafond, écoutant la forêt respirer autour d'elle. Malgré la peur, un sentiment étrange commença à s'installer. La cabane, silencieuse et immobile, devenait peu à peu un refuge. Un matin, alors qu'elle marchait pieds nus sur le sol en bois, un bruit différent retentit sous ses pas. Un léger craquement, plus creux que les autres. Émilie s'arrêta net. Elle fit un pas en arrière, puis posa à nouveau le pied au même endroit. Le son se répéta. Elle s'accroupit et observa le plancher. Une des planches semblait légèrement soulevée, presque imperceptiblement. Elle passa la main dessus. Le bois était usé, mais pas pourri. Elle resta longtemps ainsi, immobile, le cœur battant. Une partie d'elle voulait ignorer ce détail, continuer à survivre sans poser de questions. Une autre sentait confusément que la cabane n'avait pas livré tous ses secrets. Elle se redressa finalement, recula de quelques pas et détourna le regard. Ce n'était pas le moment. Pas encore. Elle avait besoin de comprendre où elle se trouvait, de reprendre des forces, de décider si elle pouvait vraiment rester. Dehors, la forêt semblait l'observer en silence. Émilie ne le savait pas encore, mais cette planche disjointe marquait le seuil entre la survie et une vérité enfouie depuis des décennies. Pour l'instant, elle se contenta de fermer la porte, de s'asseoir près du foyer éteint et de regarder la lumière décliner lentement. La cabane tenait toujours debout, et tant qu'elle tiendrait, Émilie aussi. Émilie passa plusieurs jours à éviter la planche disjointe. Elle la sentait sous ses pas chaque fois qu'elle traversait la pièce, comme une présence silencieuse qui refusait de se laisser oublier. Elle faisait semblant de ne rien remarquer, se concentrait sur des gestes simples. Compter les conserves, vérifier l'eau, observer le ciel à travers les vitres opaques pour deviner le temps. Pourtant, même lorsqu'elle dormait, l'image du plancher inégal revenait, mêlée au sourire figé de l'homme et de l'enfant sur la photographie. Quelque chose dans cette maison attendait. Le matin où elle céda fut gris et immobile. La forêt semblait figée dans une attente tendue. Émilie se leva avec une décision étrange, calme et irrévocable. Elle ne savait pas expliquer pourquoi ce jour-là plutôt qu'un autre. Peut-être parce que la peur avait cessé de lui sembler plus dangereuse que l'ignorance. Elle s'agenouilla près de la planche, passa les doigts le long de ses bords, cherchant une prise. Le bois résista d'abord, puis céda dans un léger craquement qui résonna dans toute la cabane. Émilie s'immobilisa, le souffle coupé, certaine que ce bruit allait attirer quelqu'un. Rien ne se produisit. Le silence revint, plus dense encore. Elle souleva la planche avec précaution. Une ouverture sombre apparut, juste assez large pour laisser passer la lumière. Une odeur métallique monta aussitôt, mêlée à celle de la poussière ancienne. Émilie recula un instant, puis se pencha et regarda à l'intérieur. Ce qu'elle vit la fit cligner des yeux, convaincue que son esprit lui jouait un tour.
Des boîtes en métal, alignées avec une précision méthodique, occupaient l'espace sous le plancher. Il y en avait beaucoup plus qu'elle ne l'aurait cru possible. Certaines étaient scellées, d'autres entr'ouvertes. Elle descendit lentement, les mains tremblantes. Lorsqu'elle ouvrit la première boîte, son cœur manqua un battement. À l'intérieur, des liasses de billets soigneusement rangés, des billets qu'elle n'avait vus jusque-là que sur des images anciennes. Dans une autre boîte, des lingots d'or, ternis par le temps, mais indéniablement réels. Plus loin, des pièces rares, lourdes, brillantes malgré la pénombre. Émilie referma les boîtes une à une, étourdie. Elle ne comprenait pas entièrement la valeur de ce qu'elle voyait, mais elle sentait confusément que cet endroit contenait quelque chose de démesuré, quelque chose qui dépassait tout ce qu'elle avait connu. Au fond de l'espace, elle découvrit des dossiers et des enveloppes. Elle les sortit avec soin et les posa sur le sol de la cabane. Il y avait des photographies, des coupures de journaux, des reproductions d'œuvres d'art. Des titres attirèrent son regard. Des musées, des expositions, des disparitions inexpliquées. Elle commença à lire, lentement, déchiffrant des mots trop complexes pour elle, mais dont le sens général s'imposait malgré tout. Des objets avaient disparu. Des trésors culturels s'étaient volatilisés sans laisser de traces. Puis elle trouva les carnets. Ils étaient reliés de cuir sombre, usés au coin, comme s'ils avaient été ouverts et refermés des centaines de fois. Un nom revenait sur la première page de chacun d'eux, Henry Wallace. Émilie s'assit près du foyer, les carnets sur les genoux, et commença à lire. L'écriture était précise, ferme, parfois traversée d'une urgence palpable. Henry racontait son travail de spécialiste en art, ses découvertes, ses doutes. Il parlait de collections privées, de mécènes influents, de réseaux dissimulés derrière des façades respectables. Au fil des pages, une vérité glaçante se dessinait. Henry Wallace avait compris que des œuvres inestimables étaient détournées, revendues, effacées des registres officiels. Lorsqu'il avait tenté d'alerter les autorités, on l'avait réduit au silence. Alors, il avait choisi une autre voie. Il avait commencé à intercepter les objets avant qu'ils ne disparaissent définitivement, à les cacher, à les protéger dans l'ombre. La cabane était devenue son refuge, son sanctuaire, le dernier endroit où il pensait pouvoir préserver ce qui devait appartenir à tous. Émilie lisait, fascinée et bouleversée. Elle découvrait l'histoire d'un homme qui avait sacrifié sa vie pour une idée de justice qu'il savait dangereuse. Les dernières pages étaient la plus confuses, marquées par la fatigue et la peur. Henry y évoquait son fils, malade, affaibli. Il parlait d'un départ précipité, d'un espoir fragile de trouver de l'aide. La dernière phrase s'interrompait brusquement, comme si la main qui écrivait avait été forcée de s'arrêter. Émilie referma le carnet, les yeux humides. Autour d'elle, les richesses accumulées semblaient soudain lourdes, presque menaçantes. Elle ne ressentait aucune joie, aucune excitation, seulement une responsabilité écrasante. Elle comprenait maintenant pourquoi la cabane semblait vivante, chargée d'une présence invisible. Ce n'était pas un simple abri, c'était une tombe silencieuse pour une vérité que quelqu'un avait tenté d'enterrer. Les jours suivants, Émilie vécut dans une vigilance constante. Elle continua à lire les carnets, à relier les documents entre eux, à comprendre peu à peu l'ampleur de ce qui était caché sous ses pieds. Elle apprit à reconnaître certains noms, certaines dates. Elle comprit que ces objets étaient recherchés, que des gens puissants n'avaient jamais cessé de les traquer. Parfois, la peur la saisissait brutalement, au point de lui couper la respiration. Elle imaginait des silhouettes entre les arbres, des regards posés sur la cabane. Un après-midi, elle se rendit au village le plus proche pour chercher de la nourriture. Elle marchait vite, la tête baissée, lorsqu'elle sentit une présence derrière elle. Un homme, debout près d'un magasin, la regardait avec une insistance qui la fit frissonner. Il détourna les yeux lorsqu'elle le remarqua, mais l'impression demeura. De retour à la cabane, Émilie feuilleta fébrilement les carnets. Elle trouva au détour d'une page une photographie. Le visage de l'homme y apparaissait, plus jeune, mais reconnaissable. Une note l'accompagnait. Ancien associé, dangereux, à ne jamais approcher. Cette nuit-là, Émilie ne dormit presque pas. Elle comprit alors que rester cachée indéfiniment n'était pas une solution. Le secret qu'elle avait découvert ne pouvait pas mourir avec elle. Il devait être transmis, révélé, protégé autrement. Mais elle n'était qu'une enfant, seule, sans ressources.
Elle se demanda à qui elle pouvait faire confiance, si tant est que cela soit possible. Assise près du foyer éteint, les carnets ouverts devant elle, Émilie sentit quelque chose changer en elle. L'enfance, déjà fragile, se fissurait définitivement. Elle n'avait pas cherché cette responsabilité, mais elle l'avait trouvée. Et désormais, elle devait décider quoi en faire. Dehors, la forêt restait silencieuse. Mais ce silence n'était plus rassurant. Il annonçait que le temps de l'attente touchait à sa fin. Après la nuit presque blanche qui suivit la découverte de la photographie, Émilie comprit que la cabane ne pouvait plus être seulement un refuge. Jusqu'alors, elle y avait survécu en se faisant oublier, en vivant dans l'ombre, comme si le monde extérieur avait cessé d'exister. Désormais, chaque bruit prenait une autre signification, chaque craquement du bois semblait porteur d'une menace possible. Le secret enfoui sous le plancher n'était plus immobile. Il respirait avec elle, pesait sur chacun de ses gestes, exigeait une décision. Les jours suivants, Émilie adopta une prudence presque instinctive. Elle sortait moins souvent, choisissait ses heures avec soin, observait longuement les alentours avant d'ouvrir la porte. Elle apprit à effacer ses traces dans la forêt, à ne laisser derrière elle ni reste visible ni signe de passage. La cabane redevenait, en apparence, un lieu abandonné, silencieux, sans vie. Pourtant, à l'intérieur, tout avait changé. Les carnets de Henry Wallace étaient désormais rangés près du foyer, accessibles, comme s'ils faisaient partie intégrante de la maison. Émilie les relisait souvent, non plus seulement pour comprendre, mais pour se convaincre qu'elle n'avait rien imaginé. Le visage de l'homme croisé au village revenait sans cesse dans son esprit. Elle se souvenait de la manière dont il l'avait observé, trop longtemps, trop attentivement. Ce regard n'était pas celui d'un passant ordinaire. Il portait la trace d'une attente, d'une reconnaissance silencieuse. En comparant encore une fois la photographie trouvée dans le carnet avec son souvenir, Émilie n'eut plus de doute. Il faisait partie de ceux qui cherchaient ce qui se trouvait sous ses pieds. Et il n'avait pas renoncé. Cette certitude transforma la peur diffuse en une urgence claire. Émilie comprit qu'elle ne pouvait pas rester seule face à ce danger. Elle pensa à sa mère, à l'hôpital, quelque part dans la ville, et sentit une douleur sourde la traverser. Elle ignorait toujours où Laura se trouvait exactement, mais elle savait maintenant qu'elle devait survivre, non seulement pour elle-même, mais aussi pour pouvoir la retrouver. Le secret de la cabane devait être confié à quelqu'un d'autre, à quelqu'un qui saurait quoi en faire. C'est alors que la présence de Mary Ellison devint évidente. Émilie avait remarqué depuis quelques jours de petits changements autour de la cabane. De la nourriture laissée près de la porte, des traces de pas qui n'étaient pas les siennes. Au début, elle avait cru à une coïncidence ou à un danger supplémentaire. Puis elle aperçut un matin une silhouette à distance, une femme âgée, aux gestes lents, qui l'observait sans chercher à se cacher. Émilie sentit la panique monter, mais quelque chose, dans l'attitude de cet inconnu, ne correspondait pas à une menace. Mary revint plusieurs fois avant d'oser s'approcher. Elle ne parlait pas. Elle déposait simplement des provisions, parfois une couverture propre, parfois un mot bref, écrit d'une écriture soignée, demandant si tout allait bien. Émilie resta méfiante, mais la solitude pesait trop lourd. Un jour, elle ouvrit la porte et la laissa entrer. Mary Ellison ne posa pas de questions immédiatement. Elle s'assit près du foyer, regarda autour d'elle, observa la cabane avec une attention presque respectueuse. Elle parlait doucement, racontait des choses simples sur la forêt, sur le temps qui changeait, sur la vie dans les environs. Peu à peu, Émilie se détendit. Les mots qu'elle avait retenus trop longtemps finirent par sortir, d'abord hésitants, puis de plus en plus précis. Elle parla de sa mère, de la nuit du froid, de la fuite, de la planche disjointe, des boîtes, des carnets. Lorsqu'elle montra le cachet à Mary, celle-ci pâlit légèrement, mais ne manifesta ni incrédulité ni avidité. Elle comprit immédiatement l'ampleur de ce qui se trouvait là. Mary révéla alors une partie de sa propre histoire. Ancienne enseignante, elle avait consacré sa vie à transmettre, à préserver ce qui ne devait pas disparaître. Son neveu travaillait comme enquêteur spécialisé dans les crimes liés au patrimoine culturel. Elle savait à qui s'adresser. Pour la première fois depuis longtemps, Émilie sentit un poids se soulever de sa poitrine. Elle n'était plus seule. Les jours suivants furent marqués par une activité discrète mais constante. Les documents furent photographiés, catalogués, protégés. La cabane fut placée sous surveillance,
sans attirer l'attention du public. Lorsque l'homme aperçu au village tenta de s'approcher à nouveau, il fut interpellé. Sa tentative d'accéder aux preuves scella son sort. Son arrestation marqua le début d'une série d'enquêtes qui s'étendirent bien au-delà de la forêt. Pendant ce temps, Mary s'occupa d'Emily. Elle l'accompagna à l'hôpital. Laura était vivante, affaiblie, mais hors de danger. La rencontre entre la mère et la fille fut silencieuse, chargée d'émotions retenues trop longtemps. Emily comprit alors que sa décision avait sauvé plus qu'un secret. Elle avait sauvé leur avenir. Le procès qui suivit dura de longs mois. Les carnets de Henry Wallace devinrent des pièces maîtresses. Son nom fut réhabilité. Les œuvres retrouvées retournèrent dans les musées et les collections légitimes à travers le monde. La valeur totale du trésor dépassait tout ce qu'Emily aurait pu imaginer. La loi prévoyait une récompense. L'argent fut placé dans un fonds sécurisé, destiné à l'éducation et à l'avenir d'Emily. Pourtant, ni elle ni sa mère ne cherchèrent le luxe. Elles choisirent une maison simple, stable, à l'écart du tumulte. La cabane, quant à elle, ne fut pas détruite. Elle devint un lieu de mémoire, un rappel silencieux de ce qui avait été protégé au prix de tant de sacrifices. Les années passèrent. Emily grandit. Elle étudia le droit et l'histoire de l'art, guidée par le souvenir de Henry Wallace et par la responsabilité qu'elle avait portée enfant. Elle participa à des conférences, aida à la restitution d'objets volés, travailla dans l'ombre, comme lui autrefois, mais cette fois avec le soutien des institutions. Chaque année, elle retournait dans la forêt. Elle marchait jusqu'à la cabane, s'arrêtait devant la porte et restait un moment en silence. Ce lieu avait été le théâtre de sa perte et de sa renaissance. Là, dans le froid et la solitude, elle avait compris que même lorsqu'on n'a plus rien, il reste toujours un choix. La cabane se dressait toujours, simple, immobile. Il n'y avait plus de cachette sous le plancher. Mais il restait la mémoire, celle d'un homme qui avait protégé le passé, celle d'un enfant qui n'avait pas survécu, et celle d'une petite fille qui, parce qu'elle était trop discrète pour être remarquée et assez forte pour agir, avait changé le cours de plusieurs destins. Parfois, les plus grandes histoires ne commencent pas par la puissance ou la richesse, mais par une nuit de froid, une porte fermée, et le courage silencieux de ne pas détourner le regard. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi dès maintenant. D'autres récits forts et inattendus t'attendent. Regarde la prochaine vidéo. Une histoire qui changera tout ce que tu penses des coïncidences. Partage cette vidéo avec ceux à qui il est important de rappeler que même une seule personne peut tout changer.